Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Julien dans le podcast. Salut Julien, comment ça va? Salut Romain, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Donc, petit match retour. Voilà pour la petite info, ceux qui auraient pas écouté le premier épisode, et ben voilà, c'est la deuxième fois que tu interviens sur The Money Show. Donc, super content que tu sois là. Et puis tu vas nous parler un petit peu de ton évolution, de l'évolution aussi des personnes que tu accompagnes. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite. Et voilà, est-ce que tu peux te représenter pour les personnes voilà qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bah, écoute, tout à fait. Bah, c'est moi qui te remercie déjà pour ce second passage. C'est avec plaisir que je viens, refaire ce match retour comme tu me disais tout à l'heure. Alors, pour me présenter, c'est, parcours assez, atypique, parce que je suis passé par le sport donc, je suis tombé dans le BMX quand j'étais tout jeune à 4 ans. Mordu de ce sport, je suis devenu, sportif de haut niveau. J'étais en équipe de France, j'étais au Crêpes d'Aix-en-Provence, au pôle France. Je suis devenu, voilà, en même temps que cette carrière de sportif, j'ai fait des études. Je suis passé par une licence STAPS, un DU de OK. préparateur physique, un diplôme d'état, supérieur, un diplôme d'état supérieur, sur l'activité vraiment spécifique au BMX. Et j'ai accompagné pendant 10 ans des athlètes qui étaient à très bon niveau en équipe de France, des titres de champion de France, de champion d'Europe, de champion du monde, donc des profils d'athlètes vraiment top haut niveau. C'était une très belle expérience et puis, au bout de ça, une bascule, un premier pas dans le coaching professionnel avec une formation en 2020 que j'ai amorcée. OK. Et très vite, finalement, en commençant l'activité, je me suis penché sur l'accompagnement des dirigeants. Pourquoi? Parce que je retrouvais un petit peu dans le profil des dirigeants d'entreprise ce côté, ambition, ce côté exigeant finalement que j'ai connu dans le sport de haut niveau. Et j'ai trouvé énormément de plaisir à commencer à accompagner les premiers dirigeants. Le Mon tout premier dirigeant, c'est vraiment, ça s'est fait par hasard. OK. Et je me suis dit: «Ouais, là il y a quelque chose» et ce que le sport de haut niveau pouvait, leur apporter, était aussi, quelque chose d'important pour eux et d'intéressant et c'est comme ça que ça a matché et puis de fil en aiguille, bah, voilà, je me suis, complètement spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants et je dirais même qu'aujourd'hui, j'accompagne en plus dans une problématique très spécifique, de sorte à vraiment, arriver à proposer un accompagnement qui est très, très précis et sur lequel il y a des de forts résultats. OK. Et du coup, est-ce que tu peux dire un petit peu, la dernière fois qu'on a échangé, donc il y a un peu Ouais, plus d'un an, où est-ce que tu en étais à ce moment-là dans, bah, ton activité d'accompagnement de dirigeants? bien sûr. Et puis du coup, bah, nous parler un petit peu, bah, maintenant de l'évolution que ton activité, a pris, et Ouais. surtout, bah, l'accompagnement, type que tu proposes. Alors je sais qu'il y a pas un accompagnement type, on en avait déjà parlé, mais voilà ce que tu peux proposer en tout cas. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'était il y a un petit peu plus d'un an donc moi la bascule s'était faite il y a un peu plus de 2 ans et forcément, bah, j'avais une clientèle encore, qui était en place sur des particuliers, sur du travail avec des entreprises. Aujourd'hui, bah, voilà, c'est 100 de dirigeants. Ce qui a vraiment changé, c'est, l'angle alors et autour de la communication et autour de la problématique, que je traite parce que OK, j'ai vraiment décelé, je veux pas dire une anomalie de marché, mais j'ai vraiment décelé un vrai manque dans la manière dont les dirigeants peuvent être accompagnés, au quotidien et surtout dans une période bien précise de leur vie de dirigeant et j'ai OK. décidé moi de de me former un maximum dans ce créneau et de pouvoir leur apporter un maximum de soutien et de support au-delà de la méthode de coaching qu'on peut déployer, à travers, du questionnement, des définitions d'objectifs et ce qu'est le coaching, au sens global. OK. Et justement, quand tu regardes cette dernière année, Ouais. qu'est-ce qui t'a le plus surpris, on va dire, sur la réalité terrain? Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, pour, les dirigeants que tu accompagnes?
Oui. Est-ce qu'il y a est-ce Hem, qu'il y a est-ce qu'il y a des problématiques typiques qui ressortent? On est preneur. oui, pour moi, la principale problématique aujourd'hui que je vois et qui est normale, hein, pour le coup, Mmh, c'est que, chaque dirigeant qui décide de vivre son expérience entrepreneuriale et qui est dans son métier, qui est dans son expertise et qui se dit: «Allez, je me lance», commence sa boîte et est un très bon expert métier et finalement, la valeur, elle tourne essentiellement autour de lui. C'est-à-dire qu'il est très bon, maçon, donc il est recommandé, donc il a plein de clients et parce qu'il a plein de clients, il est obligé d'embaucher et en fait, à ce moment-là, la valeur, c'est lui et OK. c'est là où c'est très difficile, dans le cheminement d'un dirigeant, c'est de se dire: «À quel moment je dois travailler sur un système, une entreprise qui fonctionne et que la valeur produites partent de l'entreprise et pas seulement de moi et en fait, il y a un vrai travail déjà identitaire parce que, quand je fais quelque chose de bien, c'est très dur de lâcher pour essayer de faire quelque chose que je ne connais pas, dans lequel je vais me tromper, dans lequel je vais faire des erreurs et ça c'est compliqué. Donc j'essaye d'accompagner aussi, les dirigeants aussi à amorcer cette transition-là et à l'accepter. De se dire: «Je vais lâcher quelque chose que je fais parfaitement pour faire quelque chose dans lequel je vais complètement me planter» et j'essaie justement de faire en sorte que l'onde de choc soit moins violente et de les accompagner au mieux dans cette transition et la deuxième chose, c'est de se dire: «Je vais plus bosser pour produire et générer de l'argent à travers la valeur que j'ai en tant qu'expert, mais plutôt travailler sur un système et faire en sorte que ce soit, bah, voilà, toutes les personnes qui m'entourent dans ma boîte qui créent la valeur de l'entreprise, parce que c'est comme ça aussi qu'on ne s'épuise pas et qu'on crée un système qui a de la valeur. Parce que tant que c'est le chef d'entreprise, en tout cas, par lui-même, qui dans l'opérationnel crée de la valeur, arrive à retrouver de la marge dans ses devis, bah, quelque part, s'il veut grossir, il faut juste plus de lui. Sauf que plus de lui, au bout d'un moment, ça craque. Ça craque, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce que, moi, si tu veux, j'accompagne des dirigeants donc, dans mon métier de salarié, dans mon Ouais, métier de chargé pro et moi, en fait, avant, bon, je gérais tout type de société et maintenant je gère les boîtes qui font entre 800 000 € de chiffre d'affaires à peu près, jusqu'à quelques millions. OK. Et après au-delà, voilà, dès que ça commence à dépasser 10, 15, 20 millions, c'est au centre d'affaires. Donc quand c'est géré en centre d'affaires, la plupart du temps, ils ont un comité de direction, ils ont des DAF, voilà, ils ont pas mal de personnes, enfin, ils sont assez entourés. Et moi, typiquement, ce que tu me dis là, je le retrouve dans les chefs d'entreprise que j'accompagne parce que ils sont entre 2, ils sont entre la petite société et la grosse société et ils ont encore envie d'être dans l'opérationnel. Sauf que s'ils font de l'opérationnel, et ben, derrière, ils peuvent pas aller, eh ben, faire du devis, faire de la représentation, faire, tous ces types de choses qui font que ça amène du business, mais ils ont encore du mal à lâcher et à déléguer, pour Ouais, plein de postes, plein de supports donc c'est marrant, tu vois, que tu parles de ouais, ça. bien sûr, ouais. Ouais et puis la délégation, c'est quelque chose aussi qui paraît simple sur le papier. On penserait qu'il faut apprendre à déléguer. En fait, non, c'est quelque chose qui est identitaire et où il faut arriver à lâcher quelque chose plutôt qu'apprendre quelque chose Mmh. et d'accepter que ce soit fait différemment, accepter que ce soit fait, voilà, d'une manière dont j'aurais pas fait, quelque part et à partir du moment où déjà j'arrive à lâcher là-dessus et que je mets les non négociables, qui vont avec, bah, c'est que suffit que ce soit rentable et OK, je peux lâcher et moi mettre de l'énergie dans autre chose. Parce que quand je suis dans l'opérationnel, je suis au prix, je suis peut-être à 20 € de l'heure alors qu'en tant que dirigeant d'entreprise qui fait, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires, je peux aller faire des actions dans lesquelles, je peux rapporter 300 € de l'heure, 500 € de l'heure. Si c'est aller faire même, des négociations, sur certaines choses, ça peut être beaucoup plus. Donc c'est vraiment d'agir là où j'ai vraiment de la valeur en tant que dirigeant et pas faire le travail de quelqu'un que je peux payer, voilà, 20 € de l'heure alors que moi je suis capable de Mmh. produire beaucoup plus. Mmh. Tout à fait. Et puis, tu vois, c'est marrant parce que j'ai une cliente en tête qui justement donc avait une boîte qui faisait voilà, peut-être autour de 2 millions, 2,5 millions, quelque chose comme ça de chiffre d'affaires. Et elle, ça fait quelques années qu'elle suit un accompagnement, justement un Ah ouais. accompagnement de dirigeants.
et elle était typiquement, dans le contrôle total. Mmh. Voilà, du mal à lâcher, du mal à déléguer Mmh. et en fait, elle, je pense la personne qui l'accompagne a fait un petit peu ce que toi tu fais aussi et là, on le voit sur les 3 derniers bilans. En fait, il y a une augmentation du chiffre d'affaires qui est constant, la marge également et Mmh. surtout, moi, j'échange en fait avec les dirigeants pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ça se fait que, le chiffre d'affaires ou la marge a monté, a baissé et cetera et elle me disait: simplement, je me suis extrait en fait de tout ça et puis derrière, j'ai eu plus de temps pour moi, j'ai eu des nouvelles idées, j'ai eu, voilà des nouvelles idées pour, on va dire, étoffer, tout ce que je enfin l'offre que je propose et derrière, derrière du coup on le voit, sur tous les indicateurs, voilà elle explose en termes de chiffre d'affaires. Je crois qu'elle a fait plus 10% la première année. La 2e, je sais plus et là, cette année, on a regardé, je crois que ça faisait 26 ou 27%, ce qui est énorme, en plus, à ce montant de Ouais, bien chiffre sûr. d'affaires. Donc je Bah, pense, à ne pas négliger, à ne pas ouais. négliger. Tu vois, tu expliquais un petit peu toi, les clients que tu as, c'est typiquement la fourchette avec laquelle je travaille. On est Mmh, sur des TPE ou des petites PME on est souvent dans des profils de personnes qui étaient, très experts métiers, très bons dans ce qu'ils font et derrière arriver à lâcher, oui, que ce soit fait un peu moins bien par des personnes un petit peu moins investies, c'est normal parce que s'ils étaient aussi bons et aussi investis, eh ben, peut-être ils c'est créeraient ça. leur boîte aussi à côté, quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça et justement, sur les dirigeants que tu accompagnes aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce qui pèse le plus, sur eux? Voilà, est-ce que c'est la charge mentale, la solitude, voilà, de l'entrepreneur, la pression financière, le management, ou autre chose? Voilà, Ouais. qu'est-ce qui pèse le plus? Ouais, ce qui pèse le plus, allez, on va dire, les 3/4 du temps, c'est la charge de travail. C'est la La charge de charge de travail, ouais. travail, on va dire, on met le doigt dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on met le doigt dans une croissance, mais Mmh. on met le doigt dans une croissance dans laquelle on est indispensable. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui, pour avoir un chantier rentable, ils sont obligés de mettre les mains dedans. Parce que c'est OK. eux qui vont vite, c'est eux qui apportent la valeur au chantier et plus ça se décuple et plus ils ont besoin d'y être. Il y a un moment, ils deviennent complètement le goulot d'étranglement, en fait. C'est-à-dire que si eux, ils n'avaient pas, plus d'heures dans une journée, il y a un moment où ils arrivent à une saturation et ça bloque la croissance. Hem Donc, d'arriver à ce moment de saturation pour se dire, «C'est là que je dois, reprendre les choses», c'est pas le moment le plus facile. C'est de se dire: «Tiens, là, j'ai encore un petit peu de marge, c'est maintenant que je dois structurer». Mais OK. cette gymnastique, c'est dur je pense que c'est très dur de pouvoir la faire seul, et c'est un peu comme tout dans la vie, faut se prendre malheureusement, quelques murs, quelquefois se retrouver dans des situations très difficiles pour prendre vraiment le taureau par les cornes et je pense que c'est des passages obligatoires et je pense que tous les chefs d'entreprise qui ont eu, cette réussite ont fait ce cheminement, tout seuls donc ça a pris du temps, ça a dû être dur et ce que j'essaye de faire aujourd'hui à travers mon activité, c'est justement, d'essayer de faire en sorte que cette transition se fasse, avec plus de souplesse, plus rapidement. Heu, voilà. OK et typiquement, hein, quand, voilà, un chef d'entreprise vient te voir, toi donc, tu exerces de toute façon tu fais à distance et en physique, non? Ou Ouais. principalement à Mmh. distance? Ouais, Ouais. Après de plus en plus, je resserre sur le local ouais? c'est vrai que OK. de plus en plus, je travaille sur la Haute-Savoie, ouais. OK. Haute-Savoie et Bassin-Genevois. Ça, je ne vois, OK. Et typiquement, voilà, un chef d'entreprise vient te voir, comment tu fais, du coup, pour, on va dire, déceler toutes, les problématiques, qu'il a dans sa boîte? Parce que c'est vrai que lui, il arrive de son côté en se disant: voilà, je veux être accompagné», mais voilà, c'est typiquement, c'est comme quand tu vas, je sais pas, hein, chez le psy, où tu dis: voilà, je veux être accompagné, mais je sais pas, quel Mmh. sujet je dois évoquer». Typiquement, toi, comment tu fais ta découverte? Comment tu fais ton «audit» entre guillemets? Je suis curieux de Ouais. savoir. L'audit, il part souvent de l'impulsion du dirigeant. S'il a pris rendez-vous avec moi, c'est qu'il y a une impulsion, c'est Mmh. qu'il a un problème, c'est qu'il vit quelque chose qui est pas agréable.
Donc on part de ça et puis on essaie de remettre un petit peu en place toutes les causes de cette situation qui est pas agréable et finalement, c'est là où on découvre un petit peu, tout ce qu'il y a en dessous de cette situation, l'organisation, qu'est-ce qui heu, l'état de finances de la boîte. Enfin, tu vois, il peut y avoir énormément de choses, des problèmes de rentabilité, des problèmes de temps, hein. OK, C'est bien souvent le temps, hein, qui manque le plus et on n'est pas là pour, voilà, quand je fais un premier rendez-vous, on n'est pas là pour mettre le doigt sur tout ce qui va pas tout de suite. On est plutôt là pour se dire: «OK, bah, voilà, voilà ce qu'on voit aujourd'hui». Il OK, va falloir aller beaucoup plus loin parce que bien sûr, moi je dis tout le temps, on cherche trop souvent une solution avant de comprendre la problématique et d'accord. dans un accompagnement de coaching, je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire, ta 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 ta. Là, émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe, on veut trouver des solutions parce qu'on veut sortir de ce qu'on est en train de vivre et c'est pas agréable. Mais je pense qu'il faut vraiment et je pense que c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde dans la vie, c'est: «OK, c'est pas agréable de se triturer le cerveau dans ce qu'on vit, mais bien souvent, on manque bien trop d'informations du problème qu'on est en train de vivre pour vraiment trouver une solution pérenne et on n'essaie pas juste d'en sortir parce que c'est pas agréable, on essaie de vraiment trouver quelque chose qui fait qu'on en sort et qu'on n'en revient pas aussi. Donc OK, c'est vraiment de prendre du temps aussi sur, les fonctionnements, les habitudes, c'est qu'est-ce que le dirigeant vit lui aussi personnellement, pourquoi il a telle habitude, pourquoi il fonctionne de cette manière, parce que ça nous dit aussi beaucoup de choses sur lui. Et de se dire: «OK, bah, maintenant qu'on a compris un petit peu les mécanismes, de la boîte, les mécanismes aussi psychologiques du dirigeant et autres», on peut se dire: «OK, maintenant on comprend pourquoi on est dans cette situation, quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on met en place? Quel est le plan d'action pour en sortir et pour faire en sorte que, la valeur ne soit plus, uniquement, générée par le dirigeant, mais créer un système et accompagner les collaborateurs pour que ce soit eux qui soient en mesure de générer, de la valeur, en tout cas dans la production au moins, dans l'entreprise. OK et Mmh. si tu veux, donc il y a une partie des auditeurs qui sont entrepreneurs. Mmh. Alors il y a de tout, hein. Il y a, des grosses boîtes et puis il y a aussi, bah, des personnes qui sont entrepreneurs, mais on va dire solo. Ouais. Après je pense que la problématique est la même, mais, heu, est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'un entrepreneur, pardon, est en train de s'épuiser? Voilà, est-ce qu'il y a des signaux, physiques, des signaux, on va dire mentaux, à partir du moment où, voilà, l'entrepreneur doit commencer à s'interroger, se poser des questions et agir ou faire des actions, enfin mettre en place des actions, ouais. Est-ce que pour toi, il y a des signaux? Au autour de la fatigue, j'ai je enfin les signaux, on les connaît, hein. Je pense que tout le monde, on peut juste manquer de lucidité à certains moments sur ce qu'on est en train de vivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux pas j'ai rien contre le salariat, hein, mais je vois beaucoup plus facilement dans le salariat des personnes arriver en burn-out et puis voilà, ils font un OK, travail dans lequel ça manque de sens et ils se mettent en arrêt et relativement, facilement, c'est-à-dire que même en étant aux 35 heures et à côté de ça, je vois des dirigeants qui peuvent faire 80-90 heures, qui ont mis le doigt dans un truc dans lequel de toute façon ils peuvent pas sortir. Bah, parce qu'en fait, tu es responsable de tout, tu es responsable de tes équipes, tu es endetté, tes clients, bah, c'est toi qui es responsable aussi de ce que tu délivres. Donc en fait, tu peux être fatigué, tu peux être au bout, tu peux être de toute façon, tu as le doigt dedans, tu as même plus le doigt, tu as même le bras. Donc en fait, la question, elle se pose même plus à ce moment-là. La question, elle se pose même plus. Tu as déjà passé le seuil de la fatigue et si tu avais le choix, en fait, tu te serais déjà écroulé. Moi, c'est ce que vraiment, je ouais. Mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et c'est fou la ressource humaine et la fatalité qu'il peut y avoir aussi dans certains positionnements. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme ça, hein, je veux dire, on n'a rien sans rien, quand tu es chef d'entreprise, faut bosser, tu vois? Et on se cache un petit peu derrière, certaines choses, alors que moi, je vois des chefs d'entreprise pour qui c'est facile, ça roule, ils ont des équipes en place, ils produisent et eux, ils sont là au cas où, quoi et puis ils vont chercher du boulot, quand il y en a besoin, mais c'est pas une fatalité, en fait et ce que j'ai envie de dire, c'est ouais, c'est tout simplement de prendre de la hauteur et de se dire: «Mais
pourquoi les choses ne pourraient pas être différentes? C'est surtout ça, moi, qui me marque, en fait, c'est que OK. utiliser, oui, ils le sont, à genoux, non, ils le sont pas encore. Mais à quel prix? Parce que derrière, il y a la santé à long terme, il y a la famille, il y a voir ses enfants grandir, il y a être capable aussi de profiter de certaines choses et de certains plaisirs qu'ils aimeraient pouvoir faire. Quelquefois, ils ont les finances pour le faire, mais pas le temps et puis, s'ils avaient le temps, ils auraient peut-être pas les finances. Enfin, c'est d'arriver à se dire: «Oui, bah, les choses ne sont peut-être pas, juste ce qu'elles doivent être et elles pourraient éventuellement être différentes, mais pour qu'elles soient différentes, il faut s'y prendre différemment». Et c'est fou comme c'est ça qui est difficile à remettre en question et dont les croyances dans lesquelles on peut s'installer assez facilement, qu'on soit entrepreneur, solopreneur, chef d'entreprise ou autre, c'est de se dire: «Ouais, bah, de toute façon, c'est comme ça». OK. Heu, Ça peut être, des milliers de façons différentes. C'est juste que moi, je me suis enfermé dans une réalité et cette réalité devient, ma réalité et j'ai des croyances qui me confortent sur le fait que c'est comme ça, de toute façon, que ça doit se passer et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut arriver à remettre en question, à re-questionner et à se dire: «Bon, bah, si ça devait être complètement différent aujourd'hui, comment ça pourrait être?» et puis déjà commencer par ce genre de questions, ouais. OK. Et il y a des choses intéressantes là dans ce que tu as dit. Ça me fait penser à, du coup, le fait de rechercher un équilibre, heu, parce que voilà, il y a la société, mais derrière, comme tu disais aussi, il y a le perso, il y a la famille et puis je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs, voilà, le fait aussi d'avoir des moments off, du sport ou même, des hobbies. Hem, Bah, déjà, toi, typiquement, dans ton cas à toi, en tant que chef d'entreprise, comment tu fais pour, avoir cet équilibre? Comment tu fais pour rechercher cet équilibre et surtout pour le mettre en place au quotidien? Ouais, Parce que bien c'est sûr. surtout ça qui doit être le plus dur. Bien sûr. Bah, tout simplement quand tu as une entreprise, que tu as des dettes, que tu as des responsabilités, que tu as, certaines choses, il y a beaucoup il se passe énormément de choses d'un point de vue émotionnel. Donc en fait, tu te dis, «Je me dois au moins de me donner, toutes les chances d'y arriver», tu vois? OK, Et à partir du moment où tu es dans cette optique de: «Je dois me donner toutes les chances d'y arriver», il y a pas de limite. Il y a pas de limite. Donc je dirais que la première chose, c'est déjà mettre un cadre. Le OK, cadre, c'est des horaires et entre la personne qui va bosser, 90 heures et la personne qui va se donner une limite à 50-55, et qui va dire: «Mais je dépasserai pas», mais qui se met dans un état d'esprit de à l'intérieur de ces 55, tous les coups sont permis. Bah, en fait, il va y avoir de toute manière beaucoup plus d'intention, d'intensité dans les 55. Donc oui, il fera pas le boulot de quelqu'un de 90, mais en fait, il s'en rapprochera quand même beaucoup. OK. Est-ce que va lui apporter, tout le reste, c'est-à-dire, la capacité de passer du temps en famille, d'avoir du temps pour lui, d'avoir du temps pour son couple, d'avoir du temps pour le social et pour voir d'autres personnes à côté? En fait, dans l'équilibre des choses, ça va être énorme. Je dis pas demain tu crées ta boîte et tu fais 2 ans la tête dans le guidon. C'est OK, c'est presque normal. Mais derrière, cet équilibre, il doit absolument, se reprendre parce que si tu veux un business, durable, tu es obligé de retrouver, Mmh. cet équilibre. Donc, ouais, c'est vraiment de définir ce cadre et d'avoir plutôt cette sensation que justement tous les coups sont permis à l'intérieur de ce cadre, et de se dire: «Bon, bah, dès que je sors du cadre, je vis pleinement, ce que je vis». Parce que ce que je vois souvent, c'est des personnes qui ont pas eu ce pacte avec eux-mêmes et quand ils bossent, ils se disent qu'ils bossent trop et puis quand ils bossent pas, ils culpabilisent de pas bosser. Donc en fait, même quand ils sont à la maison, ils ont pas la tête à la maison et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à poser et il faut être clair avec soi-même et le simple fait, là, je prêche pour ma paroisse, mais le simple fait d'avoir un coaching et d'acter les choses avec soi-même comme ça en pleine conscience, c'est quelque chose qui est ultra important, tu vois? OK. Et bah, typiquement, voilà, moi, je suis stagiaire. Je viens passer, 1 semaine ou même un mois avec toi. Ouais. Comment, toi, tu t'organises justement pour avoir cet équilibre? Comment enfin, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? À quelle heure on va attaquer? À quelle heure on va terminer? Qu'est-ce qu'on va faire en dehors des horaires? Ça peut être, ça Moi, je peut je suis timé un peu sur les horaires de nounou. OK. Donc, j'ai 2 petites filles de 1 an et 3 ans. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi mon cadre, aujourd'hui.
On fait aussi en fonction des horaires de ma compagne. Mais, au-delà de ça, une semaine avec moi aujourd'hui, bon, bah, c'est aussi des rendez-vous avec des dirigeants. Il y a toute une partie, alors le lundi, j'essaie d'avoir le moins de rendez-vous possible parce que OK. je bosse avec, toute la journée avec un freelance qui est sur toute la partie communication. OK. Heu Communication, voilà, pour avoir un système d'acquisition fiable. Donc on est autant sur du SEO, SIA que sur, la communication sur certains réseaux. Donc c'est quelque chose qui prend aussi du temps. Quand on est dans le coaching, on est sur quelque chose aussi qui est très sur l'humain et qui est très personnel. C'est-à-dire qu'il faut sentir la personne. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est pas entièrement délégué aujourd'hui. On vend pas juste un produit, on vend un service. Donc, c'est important quand même que ce soit OK. aussi représentatif de qui je suis. Donc c'est aussi pour ça que j'aime pouvoir travailler avec la personne sur le lundi. Et puis après le reste de la semaine, c'est beaucoup de rendez-vous, essentiellement sur, les mardis, mercredis après-midi et jeudi, vendredi. OK. Parce que le mercredi matin, je garde mes filles. OK. Donc, un bel emploi du temps alors. Trop bien Donc, et voilà, c'est pas mal de visio, c'est pas mal de personnes aussi en présentiel et du coup, je me déplace, je vais dans les entreprises et puis, et le matin, je suis, chez un avocat, l'après-midi, je suis dans un coffee shop, et puis le lendemain, je suis chez un paysagiste. Voilà, tu vois? C'est un peu, tu découvres vraiment tous les univers et ça, c'est vraiment chouette. Ça me nourrit énormément, ouais. ça doit être le côté sympa du métier, c'est que tu as une diversité aussi, bah, de personnes que tu accompagnes qui est totalement différente et du coup, bah, déjà, il y a pas une «routine» entre guillemets qui se crée à ce niveau-là et puis Mmh. même toi derrière, ça vient te challenger intellectuellement parce que, comme tu dis, tu peux avoir, du paysagiste et derrière, un autre profil totalement différent donc ça te fait faire une petite gymnastique, quoi. Complètement, ouais, complètement. C'est des problématiques bien souvent, enfin des contextes en tout cas bien souvent très différents. Mais finalement, on traite de l'humain et les problématiques aussi, elles sont souvent, malgré tout les mêmes. Mmh. OK et pour revenir derrière, bah, au chef d'entreprise qui manage, voilà, des équipes, hein, que ce soit des petites équipes, des plus grosses équipes. Qu'est-ce qui fait que selon toi, bah, une équipe, elle adhère vraiment à son dirigeant, voilà, à ses valeurs, à l'entreprise? Ouais. Hem, alors, on peut pas assurer un dirigeant de par son comportement, faire adhérer toutes ses équipes parce que, voilà, Mmh, on a un système de valeurs, qui est différent d'une personne à une autre. Mais je pense que ce qui est vraiment important pour un dirigeant, c'est déjà d'être au clair avec lui-même sur, justement, tu vois, on parle de valeurs. C'est quelles sont les valeurs de mon entreprise? Quelle est ma vision? Où je veux aller? Tu vois, que toutes ces choses-là aussi, elles soient claires parce qu'à partir du moment où elles sont claires, bah, mmh, déjà dans mon discours, je suis cohérent. Déjà dans tu vois, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui est très rassurant OK. pour les équipes. Tiens, on est à bord du bateau et le capitaine, il sait où il veut aller et ça finalement, c'est quelque chose qui est rassurant. Moi je dis toujours, il y a 2 sortes de pouvoir. Il y a le pouvoir, hiérarchique, tu vois? Je peux sanctionner, je peux féliciter, tu vois? Dans une entreprise parce que je suis le chef d'entreprise. Mais il y a ce côté vraiment très personnel et de se dire, bah, mon chef, c'est qui? Et une personne qui paraît, sûre d'elle, enfin, c'est pas tellement par la prestance, le charisme ou autre, ça on l'a pas. Si je suis pas, en tout cas moi je suis pas là pour faire travailler, quelqu'un là-dessus et je veux pas faire croire qu'on avancera là-dessus. Au contraire, moi, je crois plutôt au dirigeant qui est pleinement lui-même et qui est complètement naturel et qui a façonné, qui a travaillé sur, sa vision, sur ce qu'il veut, où il veut aller, de quelle manière il veut y aller, quelque chose qui lui correspond et à ce moment-là, je pense que c'est ça qui est très inspirant pour les collaborateurs. C'est de dire: «Ah oui, entre guillemets, lui, il sait ce qu'il veut, il sait qui il est et c'est ça qui permet de faire adhérer les équipes au maximum. Moi, c'est ça le feedback que je peux faire aujourd'hui par rapport à tous les environnements que j'ai pu découvrir. C'est que le mec, il se doit pas d'être parfait, il se doit pas d'être toujours parfaitement juste. Tu vois? On entend beaucoup de choses. Le mec qui sait où il veut aller,
qui partage même ses interrogations, ses doutes ou autres, mais qui est dans cette démarche de toujours essayer de voir le cap et d'embarquer les équipes, avec lui, il est suivi, ouais, il est suivi. Peu O importe s'ils se prennent, un mur. Ouais. OK, et justement, bah, à l'inverse, est-ce qu'il y a des comportements, des attitudes qui font que, bah, les équipes, elles peuvent perdre confiance, en leurs dirigeants? Bah, à travers la problématique que je t'ai citée tout à l'heure, tu sais, le dirigeant expert qui est, très bon, tu Mmh vois? mh. On prend l'exemple du maçon qui est très bon, bah, le problème, c'est que si tu es pas dans, travailler sur un système, rendre les équipes autonomes, faire en sorte que la boîte se développe et que je reste dans cette expertise, bah, dès que les chiffres sont pas bons, dès que i et bah, je vais redevenir finalement un manager qui est dans le micro-management et je vais venir vérifier, si le mur est bien fait et puis je vais reprendre: «Ah mais là, c'est mal fait». Enfin, tu vois? Je OK. je vais reprendre, en fait, mon rôle d'expert et je vais être à cheval que là-dessus. Alors que finalement, le vrai chef d'entreprise, il passe voir son mur, pas simplement pour voir comment son mur est fait, il passe voir son mur pour se dire: «Ah bah tiens, est-ce qu'il y a pas besoin de les accompagner davantage dans la formation? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place?» et questionner ces gars et se dire, «Bah là, les gars, qu'est-ce qui vous a mis en difficulté pour que le rendu, il soit pas comme le client l'attendait?» Enfin et d'être plutôt dans les process que dans le contrôle. OK. Le contrôle pour le contrôle, quoi. Mmh. Oui, voilà, et puis ça peut être, voilà, ça peut être un manque de moyens, pour les équipes, ça peut être, derrière, bah, quelqu'un qui, peut rien avoir, hein, mais qui peut avoir des problèmes aussi à titre perso, donc je pense que Ouais. c'est ça aussi, c'est quand tu es dirigeant comme ça, c'est de s'interroger, bah, voilà, est-ce que déjà, ils y arrivent pas, à cause de moi, à cause de ce que je leur mets en place? Est-ce que, voilà, comme tu dis, il y a pas un manque de formation? Et derrière, voilà, est-ce qu'il y en a pas un qui a des soucis, ça peut être des soucis de santé, des soucis, perso et cetera, donc il y a pas mal de variables, je pense, Bien sûr, ouais, ouais. Bah, à c'est c'est étudier. c'est c'est exactement ça et de jamais oublier que s'il était, investi aussi bon que moi dans ce métier, bah, il aurait peut-être aussi monté sa boîte, tu vois? Et de se dire: Mmh. «Bon, bah, il faut des personnes à chaque niveau et mon boulot, c'est de les accompagner, d'être capable de leur fixer des objectifs, mais surtout de s'assurer qu'ils aient les moyens de les atteindre et pour ça, il faut discuter avec eux». OK, et j'ai une question aussi sur le fait de grandir ses équipes. Pourquoi? Parce que moi, je le vois en interne, hein, à la banque, les managers justement qui font grandir leurs équipes, et à l'inverse, ceux qui freinent un petit peu on va dire cette croissance. Ouais. Typiquement, voilà, il y a des personnes qui, sont capables d'évoluer, de changer de poste, d'avoir des compétences supplémentaires, et là, on voit directement les bons managers. Alors là, je parle de managers et pas forcément de chefs d'entreprise, mais ça se retrouve aussi chez les chefs d'entreprise, et typiquement, je vois, bah, les chefs d'agence qui voilà, se disent: «Bon, je l'accompagne». Certes, derrière, bah, je sais qu'il va évoluer, il va forcément changer d'agence, ou je vais plus l'avoir. Moi, ça va m'occasionner, bah, voilà, du recrutement, et cetera, et cetera. Et à l'inverse, et ben, on voit ceux, moi, j'ai déjà été concerné en plus, où ils te freinent un petit peu dans ton évolution parce qu'ils se disent: «Ah, je vais perdre une stabilité au niveau de l'équipe, ça va être compliqué Ouais. derrière pour faire le business», et cetera. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, ce je sais alors ce que j'en pense, moralement, je vais rien dire. Ce que je pense, dans l'analyse de ce qui se passe, c'est que, un chef d'agence qui est en pleine confiance sur sa capacité à faire les choses, à recruter, à former, tu vois? Il se sent rodé et à la hauteur de son poste, c'est pas une question, tu vois? Mmh. Celui qui sent qu'il a certaines failles et qu'aujourd'hui, il est peut-être arrivé, il est content d'être chef d'agence, mais il a peut-être encore un peu ce syndrome, de l'imposteur où il se dit que il a eu un peu de chance et que typiquement, s'il perd telle personne à tel poste, ça pourrait devenir compliqué pour lui d'assurer. Ouais, ça révèle pour moi juste une insécurité en fait, de la personne. Bah, typiquement, c'est exactement ça, tu vois? J'échange régulièrement avec, un chef d'agence qui est top, qui fait évoluer ses équipes, et je lui ai déjà posé la question, je lui ai dit: «Mais du coup, si telle personne part, qu'est-ce que tu vas faire?» Il fait: «Bah, on y arrivera, Romain, t'inquiète pas». Ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Mmh.
Non, puis cette sensation de faire évoluer les gens dans les équipes, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut vraiment nourrir un manager, donc Mmh, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est dommage exactement, de pas en arriver exactement. à ce point, mais Exactement et puis derrière, pour parler un petit peu stress, posture, puis même un peu solitude, de l'entrepreneur, j'ai plusieurs petites questions. Justement, bah, comment, voilà, un entrepreneur, il peut rester, on va dire, solide, mentalement quand lui, de son côté, il doit encaisser, entre guillemets, «pour tout le monde». Voilà, il ouais. peut encaisser, bah, je sais pas, une nouvelle réglementation, une augmentation, bah, des matières premières, enfin, du prix des matières premières et cetera. Comment il peut, voilà, rester solide mentalement? Ouais, bah, c'est toujours ce travail sur, l'état d'esprit, hein, et moi je ramène toujours cette comparaison au sport de haut niveau. C'est que quand on parle de mindset, d'état d'esprit, tout ça, c'est de toujours arriver à mettre son énergie mentale, sur ce que je peux changer, tu vois? OK, Hem, typiquement, tu à une compétition, le temps est pas bon ou, tu es un petit peu malade, enfin, tu vois? Quoi qu'il se passe, en fait, il y a ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Si tu commences à mettre ton énergie et à penser à tout ce que tu ne peux pas, changer, tu es déjà en train de te te consumer à petit feu, tu vois? À partir du moment où tu es capable de re-switcher et te dire: «Bon, bah, écoute, mon terrain de jeu à moi, il est là. C'est là-dessus que je peux jouer, c'est là-dessus que je dois avancer». Bah, déjà, tu as la sensation de garder une part de contrôle et en plus, bah, ton énergie, elle est sur les choses vraiment sur lesquelles OK, tu peux avancer. Donc, un dirigeant qui aurait une nouvelle réforme qui va pas dans son sens, qui va pas l'aider, oui, tu mets ton coup de gueule, oui, tu as le droit d'être dans l'émotion, oui, tu as le droit, mais derrière ça repart, quoi. Derrière, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et d'avoir cette capacité à switcher, à se dire: «Qu'est-ce qu'on va faire de ça?» Parce que à partir du moment où je suis dans: «Qu'est-ce qu'on va faire de ça?» je peux très bien grandir de quelque chose. Parce qu'une réglementation qui va me mettre en difficulté, elle va aussi mettre en difficulté la concurrence. Donc est-ce qu'on peut pas sortir grandi de ça, tu vois? Donc c'est toujours arrivé aussi à avoir ce côté de quel positif on peut tirer de ce qu'on est en train de vivre, tu vois? Toujours avancer de cette manière-là, et là, on parle clairement d'état d'esprit, et toutes les préoccupations, moi, que les dirigeants, ils peuvent avoir, j'essaye à chaque fois de les recentrer, et ça, c'est mon travail, c'est pas de leur expliquer par A plus B, mais mets ton énergie sur ce qui est positif, enfin, sur ce que tu peux, avancer, sur les choses sur lesquelles tu peux avancer. Mais c'est de toujours les re-questionner à travers leurs préoccupations. Et toi, quel pouvoir tu as là-dessus? Et toi, quel pouvoir? Si tu pouvais faire quelque chose de positif vis-à-vis de cette situation, comment tu le ferais, tu vois? Et OK toujours arriver à refaire la bascule, refaire, et ça, c'est mon boulot, clairement. et typiquement, bah, qu'est-ce que les dirigeants, ils osent pas vraiment dire, à voix haute, mais voilà, on va dire, qui te confient ou Ouais. qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Moi, ce que je ressens souvent, c'est de la culpabilité. OK, Et c'est vrai que, bon, ça peut être tout type de culpabilité, hein, tu vois? Ça peut être, le fait de pas bien délivrer, ou d'avoir, ne serait-ce qu'une fois sur 100 pas bien délivré. De sentir que dans le management, ils ont pas été top, tu OK, vois? Qu'il y ait des histoires dans les équipes, ils peuvent culpabiliser. Heu, la culpabilité, elle peut être aussi envers, la famille, le fait d'être, pas suffisamment présent. Culpabiliser de, se laisser aller d'un point de vue de la santé, parce qu'ils ont pas toujours le temps de bien manger, parce qu'ils ont pas toujours le temps de faire du sport. Donc, ouais, ça tourne souvent autour de la culpabilité, et pourtant c'est des personnes qui se surpassent au quotidien. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, et tu vois, moi je vois ça comme une vraie forme d'injustice. Comme j'expliquais, j'ai toujours été sensible à la justice, tu vois? C'est une valeur qui est vraiment importante pour moi, et le fait de voir des dirigeants faire, 60, 70, 80 heures par semaine, hem, s'endetter, prendre des risques, finalement, quand tu remets la rémunération, au tarif horaire, c'est peut-être, les moins payés de la boîte, et ils sont là c'est pour ça. gérer, les problématiques, les plaintes, des collaborateurs. Ils sont là pour, quand ils rentrent à la maison le soir, gérer les problèmes des enfants, enfin, tu vois? Que ce soit une maman, encore une fois, hein, que ce soit une maman ou un papa, hein.
Hem et tu vois, c'est ce truc de dire, ils ont une culpabilité alors qu'ils portent tout, ils portent, tout le monde, ils portent, les problématiques. Je trouve pas ça juste aujourd'hui que des salariés, par exemple, puissent, être autant protégés et les dirigeants, autant délaissés, tu vois? Alors oui et quelquefois le jeu en vaut la chandelle et certains dirigeants ont des situations, très belles et souvent elle est justifiée. C'est-à-dire qu'ils ont pris des risques, ils ont investi, ils ont fait, certaines choses. Alors on parle pas forcément de famille qui, de transmission en transmission, hein, c'est pas ça, c'est un autre sujet, mais, hem, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a autant de sens de faire ce travail pour moi. C'est que j'ai un vrai plaisir à se dire: «Ces personnes, elles sont tellement méritantes que Oui, je veux que ça porte ça doit porter ses fruits pour eux». Et je trouve ça ultra pertinent de les accompagner pour bosser moins et continuer à développer aussi bien leur entreprise et surtout prendre plaisir à le faire parce que, ce qui les motive dans un premier temps à créer leur entreprise, c'est devenir libre, avoir cette liberté, tu vois? Et en fait, souvent, la réalité, c'est qu'ils s'enferment dans un truc. Tu vois, quand tu crées une entreprise qui a besoin de toi, bah, en fait, tu peux plus lever de pied, quoi. Tu es prisonnier du truc, quoi. Tu peux même c'est pas dire, ça. Ouais, moi j'arrête demain, tac, je me mets au chômage». Enfin, tu vois, non, tu as même pas de Ah chômage, tu as non, rien, quoi. il y a rien, Donc, tu as des c'est dettes, ça. tu as mis le doigt dedans, c'est fini. Donc, les accompagner et faire en sorte qu'ils arrivent à travailler moins, faire en sorte que ce soit, davantage, rentable et qu'ils prennent de la hauteur parce qu'encore une fois, généralement les boîtes qu'ils ont, ils les connaissent par cœur. Ils ont juste besoin d'avoir ce temps pour prendre de la hauteur, pour pouvoir, prendre des décisions parce qu'ils sont absorbés dans le quotidien par tout ce qui est urgent, en fait. C'est tout le temps de l'urgence, de l'urgence, de l'urgence à gérer et du coup, le côté important, tu vois, qui est pas urgent, mais se poser sur la stratégie, se poser sur les chiffres, se dire, voilà, aujourd'hui on a 15 offres, OK, on va analyser nos 15 offres, ben, on se rend compte que sur celle-ci, finalement, on n'est pas trop rentable. On se rend compte que sur celle-ci, on délivre très facilement et on est rentable et en plus les clients, ils sont cool. Celle-ci, c'est des clients, ouh là là, qu'est-ce que c'est dur. Ça veut pas dire que c'est pas des bons clients, ça veut juste dire que c'est pas nos clients, tu vois? Et en fait, C'est d'arriver à ça. faire le tri là-dessus, c'est déjà aussi arriver à mettre des stratégies, à se dire: «Ah bon, on va délivrer là-dessus». Ça se fait pas comme ça parce que, quand on a des responsabilités, quand on a un besoin en fonds de roulement, on dit pas non à tel business et tel business du jour au lendemain. Par contre, ça veut juste dire que sur de la communication, on peut davantage mettre en avant telle offre et petit à petit les remplacer et puis se rendre compte que, bah, voilà, après on est dans quelque chose de beaucoup plus facile, quelque chose de beaucoup plus rodé. C'est beaucoup plus facile de former. Tu vois? C'est un petit peu le cercle vertueux et tout ça, bah, voilà, quand tu permets aux dirigeants de prendre de la hauteur là-dessus et de mettre ses actions en place et puis que tu l'as au téléphone, 6 mois après et qu'il te donne un peu les chiffres, c'est ultra cool, quoi, c'est le kiff. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Et puis du coup, moi, ça me fait penser, bah, justement à la solitude, en fait, de l'entrepreneur, du dirigeant. Donc c'est sûr que si tu as un ou plusieurs associés, ben, voilà, tu peux te répartir les tâches. Il y a une répartition aussi, bah, du stress, de la charge mentale, de toutes ces choses. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul, tu personne, à ton égal, hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Tu peux pas, enfin, je pense qu'il faut avoir une certaine transparence avec ses équipes, mais tu peux pas non plus tout dire, parce que derrière, bah, voilà, si tu affoles un petit peu les équipes sur certains points, bah, ça peut être la cata, quoi. Mais ouais, il Bien y a une sûr. grosse solitude de l'entrepreneur, quoi, du Ouais. dirigeant. Puis même à travers dire, en fait, souvent ce dont ils ont besoin de partager, c'est les doutes, c'est les choses dans c'est les flous, tu vois? C'est toutes ces choses-là donc le partager aux équipes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent Non, mais en tout cas, cette solitude, elle est réelle et je pense que même quand ils rentrent le soir, avec, leur conjoint ou leur conjointe, parler de ça, bah, voilà, c'est créer une insécurité, pour la famille et ils aiment pas forcément, donc ouais, bien souvent, c'est une vraie solitude, pas forcément, physique mais psychologique, quoi. et puis derrière, tu as aussi, enfin, les salariés où,
qui se posent pas forcément la question. Toi, tu peux avoir des problématiques, bah, voilà, de trésorerie, de besoin de fonds de roulement. Tu te dis: «Bon, bah, comment je vais payer les salaires ce mois-ci?» Ton salarié, des fois, il est à 10 000 lieues de tout ça, quoi. Enfin, Bien lui, sûr, ouais. il se pose pas la question, quoi. Son salaire, il tombe tous les mois, mais toi, ça génère, Bien voilà, sûr. du stress et puis des réflexions à avoir que certains n'ont pas. Mais Ouais, bon, mais c'est vrai que et c'est hyper des intéressant. dirigeants qui disent: «Bah, je me suis pas payé ce mois-ci», c'est fréquent, hein, c'est fréquent, hein. C'est fréquent. C'est fréquent, Ouais. ouais. Je le vois Ça assez aussi, souvent, ouais. les les employés de la boîte sont très loin d'imaginer que ça puisse se produire à certains moments, ouais, ça c'est Mmh. sûr. Mmh. Et j'ai encore quelques petites questions pour clôturer cet épisode. Hem, Quel a été, j'ai envie de dire le déclic le plus puissant, que tu aies vu chez un des dirigeants que tu as accompagné, on va dire, sur cette dernière année? Hem, les déclics, alors c'est intéressant que tu poses cette question, mais tu Mmh. vois, entre ce que je vis dans ma posture et ce qu'ils vivent dans leur posture, souvent il y a quand même, quelque chose qui est pas complètement, en phase parce que, c'est quelque chose sur lequel j'aime revenir en fin d'accompagnement OK, et quand je leur pose la question, c'est rarement ce que je pense, tu vois? OK, Et voilà, et c'est pour ça que moi aussi je m'efforce de me dire, j'essaie de sortir de cette posture et de vraiment être axé sur, le bon questionnement, les bons outils et avancer sur, les bonnes choses, plutôt que de me dire, «Ah là on tient un truc, il faut, ouais c'est cool, ah je suis content», enfin tu vois? J'essaie de pas me mettre dans cette posture. Après, une chose qui revient, malgré tout, assez souvent, pour un dirigeant, c'est vraiment, hem, ce moment où il comprend, en fait, qu'il y a 2 métiers. Tu vois, c'est marrant, hein, mais il y a 2 métiers, il y a le premier et il y a le deuxième. Et en fait, quand il comprend, parce que c'est beau la théorie, hein, parce qu'on entend énormément de choses mais que je l'intègre, en fait. Tu vois, c'est ce moment où il intègre et il se dit: «OK, je suis plus juste celui qui va jouer la musique, je suis le chef d'orchestre», tu vois? Et quand il commence à se dire: «Ah ouais, mais attends, mais faut que je m'y mette, quoi. Faut que je devienne ce gars-là». Heu, je pense que c'est, peut-être pas celui qui fait le plus, écarquiller les yeux, mais en fait, c'est celui qui est vraiment important, pour ces personnes, en tout cas, qui vivent, cette transition qui doit être amorcée s'ils veulent arriver à continuer de se développer sans s'user, et sans, forcément derrière atteindre un plafond de verre. OK. Et est-ce que, au contraire, tu as eu des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui, on va dire financièrement, il y a aucun sujet, ils réussissent, mais qui Mmh. derrière se rendent compte qu'ils sont peut-être plus forcément alignés avec leur business ou avec certaines valeurs? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Ouais, alors ça a coupé un petit peu, tu me disais Ah, oui, financièrement, c'était OK. je Ils se sentaient je plus disais, alignés? en fait, est-ce que tu as déjà eu des dirigeants, voilà, qui réussissent financièrement, mais qui derrière sont plus forcément, alignés, en fait, avec, ce qu'ils font au quotidien ou animés, et qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas-là? Ouais. Bah, alors ça arrive plus qu'on le croit, ce qui se passe en fait, c'est que, heu, ce qui se passe là, finalement, ça se retranscrit partout dans la vie, tu vois? Des fois, on pense à une forme de réussite, on pense à quelque chose et puis quand on arrive au bout, ouais, bah, finalement, j'ai pas la joie que j'avais pu imaginer quand j'espérais pouvoir atteindre ça un jour, tu vois? Donc OK, l'idée de la ligne d'arrivée du dirigeant qui a une belle boîte, qui fait 3 millions de chiffre d'affaires et puis finalement, je suis ni fier, ni content, ni enfin, tu vois? Oui, ça arrive souvent. Hem, l'idée derrière, c'est de se dire: «OK, bah, comment prendre davantage de plaisir à diriger? Qu'est-ce qui a davantage de sens?» Aller chercher la rentabilité et le plaisir de faire et de se dire: «Bon, bah, voilà, ma boîte, ça va pas que être, viser des lignes d'arrivée et viser des nouveaux plafonds, 5 millions 10 millions parce que finalement, à chaque fois que ça avance, bah, je suis pas plus content. J'ai peut-être plus d'emmerdes à gérer, mais mais je suis pas plus content et l'idée est de se dire: «OK, bah, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont, bah, quelque part les valeurs que je dois honorer dans ce que je fais, dans ma manière de diriger, dans ce que ma boîte, la boi
à quoi je contribue aussi avec ma boîte. Tu vois, OK. l'idée de se dire que, j'ai des employés qui peuvent se sentir bien, que je nourris, quelque part des familles, à travers, l'activité que j'ai créée, c'est aussi quelque chose qui est nourrissant, hein, pour un humain. Voilà, arriver à redéfinir quel est le plaisir de diriger et qu'est-ce qui est important pour moi d'honorer, à travers mon entreprise, mais aussi à travers mon rôle de dirigeant, pour trouver aussi ce plaisir, tu vois? Et arrêter de se mettre dans une projection de, où je veux aller pour être bien et plutôt de se dire: «Non, comment je peux être bien là où je suis et avec qui je suis?» OK. Ouais. Et du coup, j'ai encore 3 petites, dernières questions pour clôturer l'épisode. Pour toi aujourd'hui, un entrepreneur vraiment accompli, c'est quoi? Ta vision à toi? Alors j'ai pas du tout eu la question, je suis désolé, ça a encore Ah, sauté. je disais aujourd'hui pour toi un entrepreneur qui est vraiment accompli, c'est quoi? Ta vision? Hem, un entrepreneur accompli, ouais, donc Ouais, quelqu'un qui prend plaisir à faire ce qu'il fait. Ouais, c'est alors déjà, c'est une personne qui, c'est vraiment important, qui a pas la sensation, en fait, de juste éteindre des feux, tu vois? Ça, c'est d'accord. un truc, c'est usant et beaucoup s'en plaignent et c'est un entrepreneur qui a plutôt, en fait, réussi à créer un système qui fonctionne bien, qui peut avoir ponctuellement besoin de lui, mais qui est encore dans cette dimension de: «OK, de ils ont créé une boîte, donc ils ont cet esprit un peu de vouloir créer. OK, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on» tu vois? Et de venir rajouter OK, des pièces et de ravoir des projets, de pouvoir avoir cette sensation et de te dire: «OK, bah, j'ai des phases de stabilisation, puis j'ai des phases de création» et ça répond à un cycle, ça répond à un rythme et c'est et quand je vois des entrepreneurs dans cette dynamique-là, on se rend bien compte qu'ils sont, ils sont épanouis, ils sont bien, mais ils ont malgré tout cette capacité à se dire: «Quand j'entreprends quelque chose, je dois amener cette chose au bout. Ça doit aboutir, ça OK. doit être stabilisé, ça doit être fini, rentable», enfin, tout ce que tu veux, pour que ce soit plus un souci et qu'entre guillemets, je puisse aborder autre chose et pas juste être dans déjà une cacophonie et me dire: «Ah, syndrome de la boule brillante, si on fait ça, ça va marcher, ça va être mieux, ça va être ci, ça va être là». Non, si ce que tu fais est pas rentable ou si ce que tu fais est pas structuré, tu vas aller faire autre chose, ce sera pas rentable et ce sera pas structuré. Le problème, c'est pas l'idée, c'est pas l'offre, c'est pas ce tu vois? C'est la capacité à structurer, à aller au bout des choses, à faire en sorte que ce soit rentable et ça, c'est aussi mon métier, c'est de se dire, «Bon, est-ce que tu es allé au bout déjà de ça?» Tu vois? Ça, c'est la fuite en avant. C'est clairement, on fait quelque chose et puis on se dit: «Ah ouais, mais si on veut aller, faire, 500 000 de plus, il faut qu'on fasse ça». Bon, faire 500 000 déjà, faire en sorte que ça, C'est ça. tu l'optimises, que ça aille au bout, que ce soit top et après, la question du next step, elle pourra se poser parce que sinon tu fais de syndrome de la boule brillante en syndrome de la boule brillante sans jamais aller au bout et en fait après tu as un millier de trucs à gérer, pas finis, pas rentables, pas enfin voilà. C'est ça. OK, merci. Avant-dernière question, de Ouais, l'épisode. Est-ce que tu as justement pour les dirigeants, les entrepreneurs, même les solopreneurs, hein, peu importe, est-ce que tu as des ressources? Voilà, par exemple, est-ce que tu conseillerais des un ou 2 livres ou même, je sais pas, des chaînes YouTube ou même d'autres supports, heu, hem, voilà, à les ouais, consulter pour nous aider un petit peu, dans cette démarche-là? ouais. Alors c'est vrai que moi du coup j'ai centralisé pas mal de supports moi que j'ai en interne et que je partage. Si je devais proposer des choses, alors faudrait condenser aussi en fonction des domaines. Je sais que si c'était sur la partie management, tu vois, moi je propose direct, Dream Team. C'est un bouquin qui est juste, fabuleux sur, la manière de manager. C'est Ouais, Ludovic Rodon, donc il est aussi présent sur les réseaux, donc il est facile à suivre et là, sur tout ce qui est aspect managérial, on est sur une approche très moderne, je trouve et très cohérente aux problématiques actuelles où, beaucoup de dirigeants se plaignent, par exemple, de la nouvelle génération et autres
et ça permet de se poser des bonnes questions sur la manière de manager. OK. Après sur la partie, ouais, sur la partie financière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, hein, sur les réseaux ou autres qui sont très spécialisées, des DAF externalisés ou autres. Moi, ouais, j'invite à vraiment aller suivre des experts dans chacun de ces domaines pour aussi venir se poser les bonnes questions. Après en termes de ressources, bah, en fait, heu, c'est un petit peu contre-intuitif parce que c'est vrai qu'on fait un podcast tous les 2, mais ce que j'ai envie de dire, c'est, hem, je pense qu'aujourd'hui, les gens consomment beaucoup de théories, tu vois? OK. Beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, beaucoup de ces choses-là, et en fait, la dimension, intégration, pratique, elle est complètement délaissée. Et j'ai cette sensation que souvent, les dirigeants, les entrepreneurs, les solopreneurs ou autres se laissent bercer par: «Il faut que j'en sache plus, pour pouvoir, avancer». Alors que finalement, il y a déjà tellement de choses qui sont au courant et qu'ils n'ont pas mis en pratique, tu vois? OK. Ouais, je vois tout à fait. Hyper intéressant et du coup, bah, pour, on va dire pour clôturer, cet épisode, je sais pas si tu te souviens, c'est une question que je pose à chaque invité, et pour moi, c'est intéressant de te la reposer parce que, Ouais. il s'est passé, bah, du coup, une année, donc voilà, tu as sûrement évolué, bah, personnellement, professionnellement. J'aimerais savoir, en fait, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Je t'entends plus, Romain. Ah, je Ouais. disais, la dernière question, c'est pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Hem, réussir sa vie, heu, c'est une belle question ça. Ouais. Bah, J'irai pour la petite info, réuss j'irai écouter ce que tu avais dit la première fois et comme ça je ah comparais un génial, petit peu. génial, OK. Bah, non, alors, peut-être que je vais prendre un angle différent alors, Ouais, heu, parce que je vois trop souvent un piège en fait dans réussir sa vie. C'est ouais, qu'il y a quelque chose de très, sociétal en fait. C'est-à-dire qu'on arrive sur terre, on est dans un parcours où on a l'impression qu'on nous explique un petit peu qu'est-ce que réussir, sans jamais permettre aux personnes de se poser la question: «Qu'est-ce que j'entends vraiment par réussite?» Tu vois? ouais, Et aujourd'hui, bah, clairement, si moi je devais donner ma réponse à la réussite, c'est d'abord d'être capable de vraiment déterminer, qu'est-ce que j'entends par réussite, et OK, pas s'engouffrer dans quelque chose qui va être énergivore, qui va me donner énormément d'énergie à obtenir pour y arriver et puis finalement me dire: «Ah bon?» Tu vois? Et plutôt être capable de redéfinir ces règles et pas celles qu'on nous impose ou auxquelles on nous fait croire parce que, bah, quelque part, quand tu vas à l'école ou autre, enfin, ça répond à d'autres logiques, tu vois? Une logique économique du pays ou autre, donc et plutôt se poser les questions, personnelles de dire: «Comment je vais être épanoui? Qui je suis? Quelles valeurs j'ai besoin d'honorer moi dans mon quotidien?» que ce soit avec mes amis, dans mon couple, dans ma famille, personnellement ou autre, et d'être capable finalement de se dire: «Ouais, bah, comment je les honore?» et et pas que croire aux objectifs et à l'atteinte d'objectifs comme une OK, condition sine qua non au bonheur. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si tu veux être heureux, il faut commencer par l'être aujourd'hui, et en faisant les choses qui te rendent heureux, quoi, et pas simplement dans l'illusion du désir. Parce que comme disait, Schopenhauer, finalement la vie c'est un peu un quelque chose qui oscille entre le désir et l'ennui, et en fait, je pense que, si j'ai ça, je vais être heureux, et une fois que je l'ai, bah, finalement, je me rends compte que je suis pas heureux, et en fait, bah, finalement, je suis jamais heureux parce que si j'ai pas, je suis frustré. Si j'ai, bah, c'est ça. j'aime pas, je le désire plus parce que je l'ai, donc finalement, j'aime pas, et en fait, tu vois, à travers possession ou illusion de, ce que je veux obtenir, je me rends compte que j'avance tout le temps en voulant mieux, en voulant plus, en voulant, et puis, bah, toute ma vie, je veux plus, et puis je suis jamais épanoui par ce que j'ai. Donc c'est pour ça qu'à travers ta question, je trouve que c'est ultra intéressant, c'est de se poser et de se dire: «Attends, je suis plus dans l'illusion là,
qu'est-ce qui me rend fondamentalement heureux? Quelles sont les valeurs qu'on m'a inculquées, moi, en tant qu'être humain et que j'ai besoin d'honorer aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment ça. Après, bon, bah, si je dois répondre à la question de manière un peu plus personnelle, moi, je sais que la famille, c'est essentiel pour moi, donc pouvoir protéger du temps pour eux, m'investir dans l'éducation de mes filles, dans les activités ensemble. Je sais que j'ai quand même ce truc aussi de que j'ai gardé. J'ai pas été sportif de haut niveau pour rien, c'est une forme d'ambition, donc j'ai besoin de sentir un développement dans mon activité professionnelle, donc donner de l'énergie et sentir que ça grandit tout le temps. Faire 50 millions demain, je m'en fous, mais j'ai juste besoin de sentir qu'année après année, tu vois, il y a un développement et je me satisfais de ça. Hem, voilà, j'ai aussi, besoin d'une certaine harmonie dans ma vie, de pouvoir faire du sport et cet équilibre et à partir de là, quand tout est bien équilibré, bah, je pense que c'est déjà une forme de succès, en tout cas à l'instant T. OK. Bon, bah, écoute, je te remercie en tout cas pour ton partage. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie pour cette, 2e, cette 2e intervention. C'est toujours chouette et je continuerai de suivre les prochains épisodes parce que j'adore aussi tous les invités que tu as.